l'individu qui vient, 3 petits points, après le libéralisme. J'ai choisi ce titre, ce livre-là, parce qu'il est auteur de beaucoup de livres, mais ce titre-là est en phase précisément avec notre université populaire, dont le thème général est, comme vous le savez, demain, quels humains. Donc ce qui est bien avec Daniel Robert Dufour, c'est qu'on retient ces livres, les titres, en tout cas, L'art de réduire les têtes, Le divin marché, La cité perverse, avec ce sous-titre qui s'appelle Pornographie et libéralisme, et puis, bon, l'individu qui vient après le libéralisme, tout ça est très parlant. Et ce dernier, est le livre le plus prospectif. Il débouche sur un horizon, une sorte de refondation de notre civilisation occidentale, une renaissance dont il parle, avec des mots comme ça, sans pour autant faire table rase du passé. Il s'inspire aussi bien du logos grec que du monothéisme chrétien, donc de Socrate à Jésus. Voilà, maintenant, cet individu qui vient sera basé sur un individualisme authentique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que, bon, notre libéralisme, notre système actuel ne fait que ça, prôner l'individualisme. Mais dans quel sens cet individualisme? En fait, c'est l'égoïsme du marché, prôné sur tous les tons et sur toutes les gammes. Et ça, ce n'est pas ça du tout. C'est le libéralisme qui prône aussi le toujours plus. Et le toujours plus, nous savons bien où cela nous a menés. C'est-à-dire à cette crise dans laquelle nous sommes toujours, la crise de 2008, avec les suicides, avec le chômage de masse. En Espagne, par exemple, 40% des jeunes sont au chômage. Quand les spéculateurs s'adonnent à cœur joie, voilà, ça veut dire c'est les pulsions complètement débridées. C'est ça qui prône aussi le libéralisme. Il termine son livre avec 30 pages de propositions très concrètes. Ce sont 30 mesures d'urgence pour offrir à chacun quelque chance de se réaliser comme individu. Donc, je passe la parole à Daniel Robert Dufour qui va vous parler de son livre. Merci, Britt. Merci de votre invitation. Ce n'est pas la première fois que je viens parler dans les cadres extrêmement importants que vous créez. Je dis important parce que simplement ça contribue à quelque chose qui nous manque beaucoup, ça contribue au débat public. Ce n'est plus maintenant la télévision, par exemple, qui assure donc ce débat public. Vous savez que les émissions critiques sont de plus en plus rares. Maintenant, les gens qui viennent faire de la promotion de leurs livres, ou de leurs films, ou d'autres choses, mais on n'a plus ce travail critique que l'on connaissait encore il y a un certain nombre d'années. Donc je trouve très très important que des lieux comme le vôtre puissent exister pour prendre le relais donc, de cette défaillance dans ce qu'il faut bien appeler nos industries culturelles et qui fonctionnent véritablement comme des industries. Voilà, alors je voulais vous parler de mon livre, le libéralisme bien sûr, mais individualisme. Et quand j'ai sorti ce livre il y a 2 ans, on s'est beaucoup étonné que je puisse parler de l'individualisme, puisqu'on m'a dit, l'individualisme, nous sommes dans une société individualiste, donc pourquoi tu préconises que nous soyons dans une société individualiste puisque nous y sommes déjà? Alors, en effet, c'est toujours le même refrain qui revient depuis 15 ou 20 ans sur nos sociétés, le même diagnostic, disons, c'est que nous vivons une époque individualiste. Alors, au risque de vous surprendre, je dirais que rien n'est plus faux. L'individu n'est pas encore, n'existe pas encore. Voilà. Il ne faut pas confondre, pour comprendre quelque chose, il ne faut pas confondre individualisme et égoïsme. Ce que nous vivons est une époque égoïste, ça c'est un fait, mais pas individualiste. Je vais m'expliquer sur ce point.
Je dis ceci pour une bonne et simple raison, c'est parce que l'individu qui a été si souvent porté par la civilisation occidentale, si souvent entrevu, si souvent souhaité, jusque depuis par exemple le travail des Grecs en passant par le travail des monothéismes, par exemple des réflexions de Saint-Augustin, jusqu'à les Lumières, la philosophie des Lumières, l'individu donc qui a si souvent été entrevu n'a en fait encore jamais existé. Il faut le faire exister. Il n'existait pas hier lorsqu'il était dissous dans les foules qui acclamaient le Duce ou le Führer, ou lorsqu'il était prié de se taire en attendant les lendemains qui chantent dans les différentes variantes du stalinisme. Et il n'existe pas davantage aujourd'hui dans le libéralisme. Pourquoi? Parce que l'individu se trouve réduit à ses pulsions par la culture de marché qui s'évertue à placer en face de chaque appétence mise à nu et violemment excitée un produit manufacturé, un service marchand ou un fantasme plus ou moins adéquat bricolé par ces industries culturelles dont je parlais il y a un instant. Donc être réduit à ces pulsions, ce n'est pas être un individu, parce que c'est au contraire tomber sous l'esclavage de son fonctionnement pulsionnel. L'individu suppose donc quelqu'un qui agit et qui pense par lui-même. Or, quand on est dans ce fonctionnement pulsionnel, donc on est dans un fonctionnement qui nous soumet à une sorte d'esclavage, où on devient l'esclave de soi-même, l'esclave de ses passions et de ses pulsions. Ce fonctionnement pulsionnel est aujourd'hui constamment flatté et suscite une attente permanente de satisfaction et constitue le préalable idéal à ce qu'on pourra appeler une mise en troupeau des consommateurs. Les fameuses études de marché, désormais réalisées dans tous les domaines, servent à cela, à segmenter les populations en types de clientèle, avant de les capter, voire de les capturer, pour ne plus les lâcher, grâce à des stratégies marketing qui se chargeront d'imprimer la nécessité de la permanence du divertissement dans les esprits et le logo des marques au plus profond des consciences. En fait d'individualisme, nous nous retrouvons dans une pleine période donc d'égoïsme, sous la forme donc de la satisfaction sans limite de ces passions. Ça vient de très très loin, ce n'est pas d'aujourd'hui que cela existe. J'avais écrit un livre qui s'appelle toujours La Cité perverse, dans laquelle j'avais essayé de montrer comment au XVIIIe siècle nous avions eu une sorte de renversement de la métaphysique occidentale, puisque nous étions passés de ce que Augustin par exemple appelait l'amour socialiste, l'amour social si vous voulez, c'était un autre nom de l'amour de tous, de l'amour de son prochain, à amour donc privatus. Hein. Mais donc ceci s'est renversé, je n'ai pas le temps d'examiner cette question ce soir, au cours du XVIIIe siècle, où donc quelque chose s'est mis en place de l'ordre donc de la mort privatus. Alors, ça a été contrebalancé, ça vient du libéralisme anglais, hein. Et ça a été contrebalancé longtemps par le transcendantalisme allemand. Et donc on a eu une période moderne où on avait d'un côté donc le souci de l'autre dans le transcendantalisme et l'égoïsme du côté du libéralisme anglais. Ça a coexisté donc pendant 2 siècles. Et ça s'est effondré, le côté transcendantal, aux environs des années 80, et nous sommes maintenant dans une pleine période donc d'égoïsme. Ça touche tous les secteurs, cet égoïsme dans lequel nous sommes. Ça touche évidemment un secteur clé, ça touche la question de la finance. Il faut toujours avoir plus. Mais ça touche aussi tout le monde.
En l'occurrence, ça touche tout le monde sous la forme d'un égoïsme particulier que, en l'occurrence, avec ce que j'ai appelé la mise en troupeau des consommateurs, on pourrait appeler un égoïsme grégaire. Hein. Ce dont témoignent les différentes formes de la consommation de masse actuelle et d'autres symptômes, ceux par exemple qui sont soutenus par des technologies numériques, où l'idéal par exemple semble être d'avoir instantanément des milliers d'amis qu'on ne connaît pas, hein, au point que l'égoïsme grégaire est devenu la forme dominante du lien social dans les démocraties de marché. Je crois qu'appeler ceci individualisme relève tout simplement du contresens majeur. Le véritable individu ne peut en effet désigner que celui qui non seulement est sorti de tous les troupeaux possibles, mais qui, de surcroît, agit et pense par lui-même, indépendamment de ses passions et de ses pulsions. Donc il ressort, c'est pour ça que ça s'inscrit dans le cadre de la conférence, du thème et de la conférence de demain l'individu, demain quel individu, puisqu'il ressort de ce que je viens de dire que l'individu reste aujourd'hui à inventer. D'abord comme aboutissement de la culture occidentale, qui en a jeté les prémices, mais aussi et surtout parce que seul l'individu enfin réalisé comme personnalité apte, non pas à se laisser passionner et à se laisser dominer par ses passions et ses pulsions, mais apte au gouvernement de soi, hein, et soucieux de l'autre et conscient de sa place relative dans l'univers, pourrait encore sauver un monde devenu malade du fait d'être intégralement livré au tout marché. Ce monde ainsi piégé et enchaîné connaît de multiples crises, vous le savez, crises économiques, politiques, intellectuelles, morales, subjectives, sociales et évidemment écologiques. Au point qu'il se répand de plus en plus au gré des irradiations, par exemple celle de Fukushima, qui succèdent aux énormes fuites de brut dans le golfe du Mexique, comme une âcre odeur, presque on sent un esprit, une ambiance, une âcre odeur de fin du monde qui plane. Et évidemment, c'est extrêmement terrifiant et ça nous pose la question de celui qui viendra demain. Est-ce qu'il viendra encore quelque chose demain? On l'espère, mais on n'est plus tout à fait sûr, on ne peut plus tout à fait en jurer. La question qui se pose est donc la suivante, c'est comment inventer cet individu? Eh bien, je ne vois pas d'autre solution que de reprendre les choses là où elles ont été interrompues par le triomphe de ce que j'ai appelé cette religion immanente et matérialiste que dans un ouvrage précédent j'avais appelé le divin marché, laquelle fonctionne, comme toute religion, sur une promesse. Il y a toujours une promesse dans les religions, par exemple dans le monothéisme, il y a une promesse. Il y a une promesse, qui dit à peu près la chose suivante: si vous vous comportez bien pendant votre vie, vous vivrez une vie éternelle. Comme personne n'est jamais allé voir de l'autre côté, on ne sait pas si la promesse est tenue, mais en tout cas, cette promesse est faite et refaite et tient les individus depuis maintenant quelques centaines d'années, voire quelques millénaires. Eh bien, il y a dans le divin marché une promesse. Le salut, c'est une promesse de salut, bien sûr, le salut par l'augmentation sans fin de la richesse. On sait aujourd'hui où cette fuite en avant mène à la richesse, effectivement, mais infiniment mal partagée, infiniment mal répartie, et aussi à la dévastation du monde. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une contradiction majeure entre la recherche de la richesse infinie et la finitude de la Terre. Nous vivons sur une Terre ronde, paraît-il, et donc pas extensible à l'infini. Donc ces ressources sont limitées et il y a une contradiction majeure entre la recherche donc, de la richesse infinie et la finitude du monde. Et je ne vois pas d'autre solution pour obvier à ce cours pris par la civilisation occidentale
qui s'est répandu dans le monde, maintenant sous le nom de mondialisation, que de revenir au cœur de la civilisation occidentale pour y trouver des principes nécessaires à une refondation, à la refondation d'un monde qui est désormais lourdement atteint. Je fais en effet le pari, peut-être c'est un pari stupide, mais je fais le pari en tout cas que cette civilisation possède les sources et les ressources nécessaires à sa renaissance. J'emploie ce terme à dessein. C'est pour cette raison qu'il faut examiner à nouveau frais les fondements du récit occidental. Il faut en somme tout reprendre et réussir là où les deux grands récits de fondation de l'Occident ont finalement échoué devant cet avatar assez diabolique qui s'appelle le divin marché. Pour ce faire, donc, il faut relire le récit monothéiste que les latins tenaient de Jérusalem pour lui faire admettre, je dirais une seconde fois, après Pie de la Mirandole, initiateur de la Renaissance, la dignité de l'homme et de la femme. Et il faut relire le récit du Logos, venu, récit d'élévation de l'âme, pour s'arracher donc à ce fonctionnement pulsionnel. Il faut donc relire le récit du Logos, venu des Grecs et d'Athènes en particulier, en visant à le débarrasser de l'exclusion qu'il prononçait à l'égard de certaines catégories de citoyens voués au travail manuel et à l'entretien des maîtres. Ce n'est pas l'intention ni d'examiner, de faire un parcours sur l'ensemble du livre, ni d'examiner, je vais présenter les 30 propositions que je fais à la fin, le livre est à votre disposition. Je veux simplement travailler sur une question et je m'attacherai surtout à savoir ce que l'on peut sortir du récit monothéiste, donc, qui s'est opposé depuis son origine à l'amour de soi, puisque cela a posé la mort socialiste, l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Donc c'est un moyen de s'opposer à l'égoïsme, mais en même temps qu'il proposait donc l'antidote à l'amour de soi, il opprimait, disons, la moitié de l'humanité sous le nom du patriarcat, l'oppression des femmes en l'occurrence. C'est là-dessus que je veux simplement travailler ce soir. Vous allez voir que ça va nous occuper pas mal. Alors, je ne conteste pas que l'homme de notre temps soit celui qui, du fait des deux grands récits que je viens d'évoquer, a beaucoup gagné aux multiples libérations qui entravaient encore les actes de ses ascendants, et ceci dans les deux domaines décisifs de la vie. Et je puis dire que, d'une part, il a beaucoup gagné à la levée des multiples inhibitions qui pesaient dans ses rapports au sexe et à l'autre sexe, l'homme actuel par rapport à l'homme plus ancien. Et d'autre part, il a beaucoup gagné à la libération des rapports entre les générations. Le patriarcat, pour le nommer clairement, inhérent aux religions du Père, à toutes les religions du Père, donc au monothéisme au pluriel, grevait lourdement les rapports à l'autre, tant l'autre de l'autre sexe que l'autre de l'autre génération. Nous en sommes aujourd'hui presque sortis, je dis presque, mais pas encore évidemment, nous sommes encore assez loin du compte, et c'est tant mieux, disons-le clairement, aucune nostalgie par rapport à un passé à cet égard n'est ici de mise. Seulement voilà, le problème, c'est que nous ne sommes pas sortis des religions du Père par une critique en règle, mettant en lumière l'abus de pouvoir qu'elle nous faisait subir, et que le plus souvent nous reportions bêtement et aveuglément sur l'autre, l'homme sur la femme et les parents sur l'enfant. De cela, nous ne sommes pas sortis de façon raisonnée, mais de façon, pourrais-je dire, sauvage. C'est en effet la marchandise et sa nouvelle légitimité qui ont entamé les territoires du Père, qui ont entamé les fondements généalogiques de la famille et ses interdits constitutifs,
qui ont ruiné le système symbolique des échanges sociétaux et qui sont actuellement en train de défaire les différents territoires des pairs, qu'on appelle des patries. Ce n'est pas un hasard. Nous vivons aujourd'hui dans un nouvel espace sociétal prosaïque, trivial, nihiliste, où la valeur, désormais unifiée dans le système de la marchandise, peut passer d'une main à l'autre sans autre forme de procès. Les échanges sont devenus fonctionnels, dégraissés de la potion symbolique qui les rendait possibles grâce à l'observance d'un certain nombre, d'un ensemble de règles renvoyant à des valeurs qui étaient elles aussi symboliques, concernant par exemple l'échange des principes sur lesquels une société pose, l'échange des biens, l'échange des femmes. Ces valeurs étaient postulées dans une culture où étaient inscrits des principes moraux, des canons esthétiques, des modèles de vérité garantis par le Père, valeurs suprêmes, qui faisaient ainsi autorité. Or, ce qu'on a appelé à juste titre le nouvel esprit du capitalisme, mis en œuvre par le libéralisme débridé que nous connaissons depuis au moins 30 ans maintenant, se présente comme un discours misant sur la fluidité, sur la transparence et sur la circulation, qui ne peut pas s'accommoder du poids historique de ces anciennes valeurs culturelles. En ce sens, l'adjectif libéral désigne la condition de l'homme libéré de toute attache à ces anciennes valeurs symboliques. Dans ce nouveau discours, tout ce qui se rapporte à la sphère transcendantale et morale des principes et des idéaux, n'étant pas convertible en marchandises et en services, se voit désormais discrédité. Les valeurs symboliques étant dépourvues de valeurs vénales, leur survie ne se justifie plus dans un univers devenu intégralement marchand. C'est donc par l'extension du règne de la marchandise que les territoires symboliques, économiques et sociétaux et politiques du Père se sont trouvés inexorablement réduits. On peut le dire autrement, nous ne sommes pas sortis des discours célébrant le Père, gardien de toutes les valeurs, par un dépassement volontaire et éclairé, mais par la déterritorialisation spontanée opérée par la marchandise, progressivement, mais sûrement devenue la seule référence légitime. Ces considérations m'obligent à me demander ce qu'aurait été une sortie, si je puis dire, à la loyale. Eh bien, cela aurait impliqué une critique en règle des grands récits. Pas une critique sauvage qui dénonce tout comme répression, indue. Cela revient donc, ce que je propose, à se donner un droit d'inventaire sur les grands récits. Pourquoi? Tout simplement pour reprendre ce qui peut être sauvé et pour se débarrasser des oppressions indues que ces grands récits contenaient. Pour le dire en un mot, je crois qu'il faut sauver le grand récit monothéiste, il faut sauver dans le grand récit monothéiste son principe de base, l'amour de l'autre contre l'égoïsme dont je parlais à l'instant, égoïsme érigé maintenant en loi suprême. Pour mieux vous situer le problème, je vais vous lire un petit texte de saint Augustin, donc un des pères de l'Église, 390 environ de notre ère, où ce dernier parle de deux amours, qu'il définit ainsi. Vous verrez, c'est très actuel, et il dit ceci. L'un de ces amours est tourné vers les autres, c'est pour cela qu'Augustin l'appelle socialis. L'autre est tourné vers soi, d'où privatus. L'un est soucieux du bien de tous, l'autre va jusqu'à subordonner le bien commun à son propre pouvoir en vue d'une domination arrogante. L'un est amical, l'autre envieux. L'un veut pour autrui ce qu'il veut pour lui-même, l'autre veut soumettre autrui pour son propre intérêt. Il y a 390, une visée quand même presque prophétique dans ce texte.
puisque maintenant nous sommes passés du côté de la dominance absolue de l'amour de soi, donc du côté de celui qui veut absolument soumettre l'autre, autrui, pour son propre intérêt. C'est cela, à mon sens, la mort socialiste qu'il faut garder, cependant qu'il faut débarrasser ce récit monothéiste du patriarcat, puisque cela était une forme d'assujettissement, justement, de l'autre, la femme en particulier. Et la question que l'on peut se poser est de savoir si ce grand récit, comme on dit, n'aurait permis le fonctionnement symbolique qu'au prix d'une domination indue à l'encontre des femmes, de la femme. Cela s'appelle donc le patriarcat. Certes, d'un côté, les grands récits du monothéisme ont dit et répété « le Père ne veut pas que », les commandements, donc il ne veut pas que, c'est la liste des 10 commandements, ce qui a, entre autres, maintenu les enfants dans certaines limites, et de l'autre, ces grands récits du monothéisme ont assujetti la moitié de l'humanité, qui est composée donc de femmes. D'où sort donc cette oppression séculaire des femmes? Eh bien, cela ne vient pas n'importe où. Cela sort d'une solution apportée aux problèmes réels qui affectent l'humanité. Alors, qu'est-ce que j'entends par problème réel affectant l'humanité? C'est une mauvaise nouvelle que je vais vous donner ce soir, donc j'espère que vous n'avez pas à vous enfuir dès que je vais vous le dire. C'est que les hommes et les femmes meurent. Ça, c'est une sacrée mauvaise nouvelle que je pense, j'espère que je ne vous apprends pas. Et s'ils meurent, c'est parce qu'ils appartiennent à une espèce sexuée. Cette dimension relève du réel de la nature humaine. Autrement dit, cela est vrai, quoi qu'on pense et quoi qu'on dise. Il existe d'autres formes du réel dans la nature. Par exemple, une amibe, comme telle asexuée, ne meurt pas. Elle se divise depuis la nuit des temps par simple scissiparité. Mais les hommes et les femmes, sujets à la sexuation, que j'appelle souvent la section, avec un X, ce qui sectionne donc leur espèce, l'espèce humaine, en deux camps. Eh bien, les hommes, sujets à la sexuation, cela meurt. C'est probablement pourquoi, parce que pour que l'espèce ne disparaisse pas du fait de la mort des individus qui la constituent, la nature utilise un piège, Schopenhauer a beaucoup parlé de ça, un piège qui s'appelle le plaisir, destiné en principe à disposer les hommes à s'intéresser aux femmes et réciproquement. Je dis bien en principe parce qu'il y a des exceptions, comme vous le savez. Sachant que lorsque le plaisir est consommé, il en résulte parfois, justement ce qui intéresse l'espèce, que ça continue, des enfants. C'est donc ainsi qu'on se repasse le flambeau de la vie à chaque génération, presque par inadvertance, simplement parce qu'on est tombé dans les pièges du plaisir tendu par la nature. Qu'importe, puisque cela n'empêche pas d'édifier, à cet endroit, la belle histoire qui dit que chaque individu doit repasser la vie qu'il a reçue, celle qu'il tenait de la génération précédente. Et c'est ainsi que, l'un dans l'autre, si je puis dire, en dépit des manquements, des anomalies, que l'on peut réparer, anomalies physiques par exemple, que l'on peut réparer souvent aujourd'hui, et des refus de tempérer, cette loi de la propagation, comme on disait à l'époque classique, s'impose à nous depuis que nous relevons une espèce sexuée. À nous, bien sûr, et à toutes les autres espèces qui sont aussi sexuées, par exemple celle des mammifères. Mais à cela s'ajoute une dimension spécifique pour ce qui concerne l'humanité. Les hommes peuvent, parce qu'ils parlent, se raconter des histoires. Ce qui n'est pas le cas des animaux, puisque à leur naissance, ils ne parlent pas, ils ne se racontent pas, ils ne se transmettent pas d'histoire. Il est donc une histoire qui a connu un grand succès en Occident, qui dit que les hommes plutôt que les femmes, peuvent aussi posséder, les pères, donc, peuvent posséder un patrimoine. C'est le même mot, père, patrimoine.
un patrimoine qui, comme tel, leur vient de leur père, en venant lui-même du père de leur père, et ainsi de suite jusqu'au père originaire, c'est-à-dire jusqu'au père, avec un P majuscule, celui que la religion glorifie. Cela s'appelle la patrilinéarité. C'est là que se situe le montage symbolique, qui est fait de discours, opéré par le grand récit monothéiste sur le réel de la section. Ce patrimoine, c'est aussi bien un patrimoine génétique, comme on dit aujourd'hui, ou un sang, comme on disait autrefois, qu'un patrimoine matériel, plus ou moins important. Ce patrimoine, ou ces patrimoines, étant authentifiés par le nom que porte le père, par ce qu'on appelle donc le nom du père. Et un père, dans cette configuration narrative précise, c'est quelqu'un qui se pose la question de la transmission de son patrimoine. Du coup, il ne s'agit plus seulement pour un homme, comme les ruses de la nature l'y poussent, de chercher seulement du plaisir avec les femmes. Il s'agit surtout de s'assurer que la transmission de son patrimoine, le sang, les biens, garantis par le nom du père, cette transmission du patrimoine donc sera correctement effectuée. Or, je ne vous apprends rien, j'espère, l'homme, contrairement à la femme, n'est jamais sûr que c'est bien son patrimoine, et disons au nom celui du voisin, qui sera transmis. Cela lui échappe donc, puisque ça passe par l'extérieur, en l'occurrence par le ventre de la femme. L'homme occidental, pris dans ce grand récit, n'avait donc qu'une solution, s'approprier l'utérus des femmes, tout simplement parce que ces hommes qui veulent devenir pères, ils ont peut-être un patrimoine, mais en Occident, pas plus qu'ailleurs, étant donné la section, ils n'ont pas d'utérus, à ma connaissance. C'est un fait probablement trop évident pour qu'on en ait tiré toutes les conséquences. Dès lors, par exemple, qu'ils renonçaient au communisme sexuel, qui par exemple fonctionne dans d'autres sociétés, comme par exemple chez les Inuits, ils n'avaient plus de solution pour transmettre leur patrimoine, coloniser l'utérus des femmes. Je dis ceci en mémoire d'une grande féministe, Antoinette Fouque, qui est morte ces jours derniers, parce que l'expression vient d'elle. Coloniser l'utérus des femmes. Donc, le fait que, dans le réel, les hommes n'aient pas d'utérus, entraîne des constructions narratives qui se proposent comme solution symbolique possible pour ce problème. Par solution symbolique, j'entends non pas une résolution effective de ce problème de nature, mais une façon de faire avec la nature. Et la solution occidentale, consistant à faire avec ces données, impliquera donc une construction telle que le grand récit monothéiste contienne un commandement implicite d'appropriation sexuelle. Alors dire que l'homme n'a pas d'utérus, ce qui n'est pas un scoop, revient à dire que l'homme, lui aussi, n'est pas tout. Et ça, c'est peut-être un scoop. Au sens où il devient alors définissable, moins parce qu'il a que parce qu'il lui manque à lui aussi. On a voulu croire longtemps, jusqu'à Lacan par exemple, que seule la femme était pas toute, en l'occurrence sans pénis. Mais la confirmation qu'apporta Freud de la femme comme pas toute reste à accomplir du côté de l'homme. Freud, on le sait, en avait trouvé la preuve dans la cure psychanalytique, en constatant que souvent l'analyse des femmes en vient à buter sur cette question venue du réel. Les femmes n'ont pas de pénis, et c'est pourquoi, à l'occasion, elles en veulent un. Freud appelle ça, vous savez peut-être, le pénis date, je vous viens de dire. Elle remarque le grand pénis bien visible d'un frère et d'un camarade de jeu, le reconnaît tout de suite comme la réplique supérieure de son propre petit organe caché, et dès lors, elle est victime de l'envie de pénis. Elle a vu cela, elle sait qu'elle ne l'a pas, et elle veut l'avoir. Il a donc fallu attendre Freud pour savoir que les femmes n'avaient pas de pénis, et pour en tirer certaines conséquences quant à la civilisation. Mais le pendant pour les hommes n'est pas encore, à ma connaissance, venu à l'esprit de personne. On peut penser que si Freud avait réussi à construire la réciproque de cette proposition pour l'homme,
on n'aurait pas pu l'accuser de phallocratisme comme beaucoup de féministes l'ont fait. Il faut remarquer que ces lourdes accusations n'ont été possibles que parce que Freud ne disait rien de ce dont manquent les hommes. Du coup, on a cru ou voulu croire que Freud disait que les hommes étaient complets et les femmes incomplètes. Or, il est une autre façon de lire la sentence de Freud, c'est de dire que cette sentence est en attente de la réciproque du côté homme. C'est justement ce que j'essaie de faire en disant « Cependant que les femmes n'ont pas de pénis, les hommes, eux, n'ont pas d'utérus ». Ce à quoi on pourra ajouter « Et c'est pourquoi, à l'occasion, il pourrait bien se mettre en vouloir un et tout ce qui va avec ». Nous verrons bientôt que cette occasion est justement ce qui se présente maintenant, à l'heure de la postmodernité, à l'heure où le patriarcat s'effondre, quand les grands récits s'effondrent. Vous voyez que ça change parce qu'avant, on avait le tout du côté masculin et le pas tout du côté féminin. C'était là une façon de dire que l'homme avait fondamentalement rapport au logos, pendant que la femme en restait à une forme amoindrie de logos, un logos light, en quelque sorte, voire même au mythos, voire même à des petites histoires. Ça a été ça, colporté du temps du patriarcat. Et c'est ainsi que les femmes ont été assignées à la proposition singulière. Lacan a beaucoup travaillé cette question. Et c'est vrai, cette proposition est vraie, à la condition expresse d'ajouter que cela ne désigne pas un être-femme existant toujours et partout, mais l'être-femme dans les conditions du patriarcat. C'est donc le fait d'une culture spécifique. Cet être-femme limité est un effet direct du patriarcat qui assigne à résidence langagière les femmes dans un certain type de proposition, de discours, tout en enjoignant aux hommes de coloniser leur utérus. Réduire la différence sexuelle à la différence logos-mythos risque donc de faire prendre pour argent comptant le discours du patriarcat, cherchant à naturaliser une différence construite dans et par la culture qu'il a diffusée. En fait, antérieurement à cette différence de langage, entièrement construite culturellement, il existe une autre différence, bien plus importante, celle qui implique les corps. Les corps en tant que pris dans le régime de la reproduction sexuelle. Je vous rappelle la proposition freudienne sur le corps en tant que corps sexuel, disant que les femmes n'ont pas de pénis, et c'est pourquoi, à l'occasion, elles peuvent en vouloir un. Mais je veux bien être freudien, à la condition qu'on adjoigne maintenant à cette proposition ce que Freud a oublié de dire, ou plutôt qu'il n'a pas pu dire à son époque, que les hommes, eux, n'ont pas d'utérus, et c'est pourquoi, à l'occasion, il pourrait bien en vouloir un. Arrivé à ce point, il apparaît donc que la formulation la plus exacte de la différence sexuelle pourrait finalement ressembler à deux propositions réciproques et non pas symétriques. 1. Les femmes n'ont pas de pénis, et c'est pourquoi elles peuvent en vouloir un. 2. Les hommes n'ont pas d'utérus, et c'est pourquoi ils peuvent en vouloir un. Reste à savoir pourquoi et comment est intervenu dans la civilisation occidentale ce tournant historique où les femmes se sont mises à vouloir ce qu'elles n'avaient pas, et nous verrons ensuite réciproquement comment les hommes se sont mis à vouloir ce que par nature ils n'avaient pas. La réponse est aveuglante de clarté. L'occasion rêvée pour que les hommes veuillent un utérus et tout ce qui va avec, et les femmes un pénis et tout ce qui va avec, c'est le moment de la chute du patriarcat. Vous voyez donc que je prends très au sérieux ce grand symptôme actuel qui est celui du transsexualisme et de certains phénomènes qui y sont associés. C'est nouveau, ça, le transsexualisme, et ça dit quelque chose sur notre civilisation en tant que travaillée par la différence sexuelle. Bref, je conjecture donc que si les femmes sont en cette heure postmoderne, si les hommes sont en cette heure postmoderne perdus, c'est parce que l'arrangement forcé ancien avec les femmes se trouve défait. En quoi consistait cet arrangement? Tout simplement à assujettir la femme. C'était un arrangement forcé où l'homme qui devenait père
disait à une femme, c'est ça le patriarcat, cet organe qui te sert à faire des enfants, cet organe est à moi. Confisqué, je confisque. Autrement dit, je contrôle ton con. J'appelle cela le contrôle. Pauvres femmes ainsi contrôlées, elles n'ont pas cessé de chercher les moyens d'échapper au contrôle. Pauvres femmes, dis-je, et en même temps pauvres hommes. Pauvres hommes, car ils ne savaient sûrement pas dans quel pétrin, dans quel beau drap ils allaient se fourrer. Qu'on se rende compte, vouloir contrôler le con, mais le con, c'est incontrôlable. Cela ne cesse de produire des effets inattendus, surprenants. Ce n'est pas pour rien que le terme utérus vient directement du terme hystéra, qui donne aussi hystérie. Et ce n'est pas pour rien que des Grecs jusqu'à Charcot, l'hystérie a été considérée comme intimement mêlée à l'utérus. On disait que cet organe se déplaçait dans le corps, ce qui provoquait, dans le corps des femmes, ce qui provoquait des symptômes bizarres, des symptômes tels que les femmes atteintes d'hystérie pouvaient simuler n'importe quelle pathologie organique, sans cependant que puisse être décelée la moindre anomalie physique particulière. Or, le patriarcat, cela a fait beaucoup d'hystériques, beaucoup de belles hystériques du côté femme, et cela a fait, excusez-moi, mais beaucoup de rois des ronds du côté des hommes. On voit donc que Freud a été bien avisé, c'est le moins qu'on puisse dire, de tout reprendre en somme toute l'histoire de l'Occident à partir de l'hystérie des femmes, pour entendre ce qu'elles avaient à dire à ce propos, c'est-à-dire à propos de leurs symptômes baladeurs. En créant ce nouveau cadre, il croyait régler les tourments de quelques belles jeunes femmes hystériques, et il ne savait pas qu'il mettait la main sur une des plus grandes questions civilisationnelles de l'Occident. Il a donc fallu Freud pour se demander pourquoi les femmes, qui n'ont pas de pénis, pouvaient à l'occasion en vouloir un. Et c'est là qu'est apparu le dispositif discursif de la psychanalyse, qui n'est rien d'autre que le cadre où la discursivité propre au patriarcat peut commencer à s'entendre. Il peut commencer à entendre ce que le patriarcat ne veut pas savoir sur lui-même. Et justement, ce qu'il ne veut pas savoir concerne la femme. Ce n'est pas pour rien que Freud, hyper-rationnel, scrutant le gouffre du psychisme humain, scrutant la femme et sa sexualité, ce n'est pas pour rien que lui, hyper-rationnel, pour lui, la sexualité de la femme est toujours été un mystère. On peut en lire l'aveu dans un texte de 1926 lorsqu'il déclare, après avoir d'une certaine façon passé toute sa vie penché sur le sexe féminin, les femmes, c'est le continent noir, on n'y comprend rien. Il parlait de la vie sexuelle de la femme adulte. Les mots d'énigme et de mystère reviennent d'ailleurs se présenter souvent lorsqu'il parle de la femme. Par exemple, en 1924, il avait qualifié d'énigmatique l'existence et la tendance masochiste et différencié trois masochismes, érogène, moral et féminin. Bref, elles sont dominées, elles sont contrôlées, comme je viens de le dire, elles refusent cet accaparement de l'utérus par les hommes en le faisant revenir de façon impromptue n'importe où dans leur corps, et cependant, elles n'en jouissent pas moins là-dedans, dans cette domination. C'est cela que voudrait dire le masochisme féminin. C'était donc à n'y rien comprendre. On peut penser que Freud en aurait compris un peu plus s'il avait été plus perspicace du côté des hommes. Il aurait compris que, le plus souvent, les femmes n'avaient guère d'autre choix que de jouir là-dedans, dans cette domination. Jouir dans la domination, c'est ce qu'on pourrait appeler, un peu à la légère, faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Je pense que si la sexualité féminine est pour une part restée pour Freud obscure, c'est tout simplement parce qu'il était alors impossible de bien comprendre ce avec quoi les femmes devaient s'arranger. Freud n'a pas imaginé que pour y comprendre quelque chose, il fallait considérer les rapports de domination entre hommes et femmes propres au patriarcat dans lesquels la sexualité devait se jouer. Ce qui veut dire
qu'elles ont dû s'arranger non pas avec des hommes de l'engeance homme tels que l'éternité les avait fabriqués, toujours identiques à eux-mêmes en toutes circonstances, et qu'elles ont dû faire avec des hommes bien spéciaux, c'est-à-dire avec des hommes, comme on dit aujourd'hui, du patriarcat, c'est-à-dire des hommes pas trop centrés, patriarcat, pas trop centrés, c'est-à-dire des hommes définis par le patriarcat. Je le répète donc, si c'est resté pour Freud si obscur, la sexualité féminine, c'est parce qu'à son époque, il était inimaginable que les hommes soient autre chose que pas trop centrés. Un homme pas trop centré est un homme qui ne peut occuper qu'une place, celui de contrôleur. En d'autres termes, tant que le patriarcat était dominant, rien ne semblait pouvoir arriver aux hommes. Ils étaient des contrôleurs qui avaient tout ce qu'il fallait pour contrôler. Tout, c'est-à-dire essentiellement, le grand récit légitimant, celui qui d'emblée recevait l'approbation des récitants. Tout cela me fait supposer l'existence d'un 11e commandement dans le monothéisme, le commandement secret, celui que cependant tout le monde connaît, mais qui va surtout sans dire, il ne faut pas le dire. Je veux dire aux 10 commandements ou aux 10 paroles gravées dans la pierre, ceux qu'on les écrit, par Dieu lui-même et donné à Moïse sur le mont Horeb, au Sinaï, pour une diffusion exotérique à son peuple, il en manquerait un que Dieu a enseigné de façon ésotérique. Vous comprenez que, je l'espère, que je suis en train de dire qu'il est temps d'allonger Dieu sur le divan philosophique. Parce que je postule qu'il n'a pas tout dit avec ce commandement et qu'il lui reste même quelque chose d'essentiel à exprimer, scellé dans ce commandement secret. Les 10 commandements, vous les connaissez. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas d'idole, tu n'utiliseras pas mon nom pour tromper, tu observeras un jour de repos, etc. Tu ne commettras pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Et enfin, si ce que je dis a un sens, il faut supposer l'existence d'un commandement caché, dérobé, une clause secrète en quelque sorte. Un 11e commandement qui s'énoncerait sous 2 formes différentes selon qu'il s'adresse à un homme ou une femme. Ce commandement diffère des autres en ce qu'il prescrit un accaparement, raison pour laquelle il ne peut être dit. Côté homme, cela donnerait: tu t'approprieras l'utérus d'une femme, et accessoirement, si la loi de ton peuple, de ton pays le permet, et si tes moyens le permettent, de plusieurs qui deviendront ta femme ou tes femmes, c'est-à-dire des mères en puissance pour tes enfants, mâles de préférence, héritant de ton patrimoine. Et côté femme, ça donnerait: tu accepteras que ton utérus et tout ce qui y conduit soit contrôlé par un homme. C'est là ce que j'appellerais donc le commandement honteux, n'osant pas dire son nom. Et pourtant, c'est par ce commandement caché que le patriarcat est devenu patriarcat, en transformant les hommes en pères contrôlants et les femmes en mères contrôlées. C'est probablement la nécessité de cette violente ingérence dans le corps de la femme qui a rebuté les premiers chrétiens qui ont dû trouver un moyen pour lui échapper tout en se conformant au dogme. Ils ont tout simplement conçu de renoncer à la chair par un célibat sans concession pour les hommes et par la virginité chez les femmes. C'était une façon de renoncer au contrôle des femmes et d'établir de force une sorte de contrainte par corps, des relations d'égalité entre les deux sexes. Cette règle n'a subsisté ensuite que dans le clergé, ce qui a eu, semble-t-il, pour conséquence de rendre les dignitaires furieux contre les femmes. Celles que, de par leur statut, ils ne pouvaient avoir, sont tout simplement devenues l'incarnation du diable. Ce n'est pas un hasard que les pères de l'Église soient ainsi allés chercher la femme jusque-là où elle se cachait des hommes, dans son utérus.
ce que je profère à l'évidence, c'est la devise qui unissait ces pères dans leur vision de la femme. Totam mulier in utero. Toute la femme est dans l'utérus. C'était donc ce qui réunissait donc les dignitaires. Et les pères donc ne font pas de détails. Quand ils parlent de l'utérus, ils entendent les organes honnis par eux, du plaisir féminin, qui vont avec, donc clitoris et con. Je ne vais pas faire le tour des propos sur la femme tenue par les pères, de Clément d'Alexandrie à Saint-Augustin, en passant par Origène, c'est affligeant. La palme revenant peut-être à Tertullien, pour qui les femmes, en proie au désir hystérique, c'est-à-dire utérus et hystérie en même temps, ont perdu le genre humain. Écoutez ceci. Femme, tu devrais toujours porter le deuil, être couverte de haillons et abîmée dans la pénitence, afin de racheter la faute d'avoir perdu le genre humain. Femme, tu es la porte du diable. C'est toi qui as touché à l'arme de Satan et qui, la première, a violé la loi divine. Bref, l'utérus de la femme et tout ce qui y mène, c'était la porte d'accès du diable. Et c'est finalement l'éloquent Jean Chrysostome, Chrysostome ça veut dire bouche d'or en grec, qui, tentant de faire la part des choses entre le mal féminin et les nécessités de la nature, semble le plus tolérant. Il dit ceci: la femme est une punition à laquelle on ne peut échapper, un mal nécessaire, une tentation naturelle, une calamité désirable, un danger domestique, un péché délectable, une plaie de la nature sous le masque de la beauté. Une plaie de la nature sous le masque de la beauté. Commentaire sur l'Épître aux Romains. Bref, on voit bien qu'avec ce 11e commandement, il n'y a plus d'hommes et de femmes qui se désirent, mais il y a simplement des pères qui assujettissent des mères, au risque de perdre leurs femmes, leurs amantes, au point même que ces pères ont pu parfois chercher à interdire aux femmes tout plaisir en imposant l'excision clitoridienne, ou encore le port de la ceinture de chasteté, rapportée jusqu'à la Renaissance par Brantôme et Rabelais. Ce qui tendrait à prouver cette hypothèse de pères assujettissant les mères en perdant leurs femmes, c'est que les hommes de l'époque romaine jusqu'au XIXe siècle, il suffit par exemple de relire Proust, désiraient le plus souvent hors mariage, avec des maîtresses ou en allant au bordel, puisqu'ils avaient transformé leurs femmes en mères de leurs jetons, après avoir pris le contrôle de leur utérus. Cet arrangement, donc quelque peu honteux, en Occident, a fonctionné très longtemps ainsi. Cependant, ici comme ailleurs, les assujettissements durent tant qu'on y croit. Mais dès que le roi apparaît nu, dès que le poteau rose est découvert, dès que celui qui s'est approprié votre organe apparaît comme un fantoche, du coup, tout s'effondre. Tout s'effondre dès lors que la valeur n'est plus référée au père, mais à la valeur vénale de la marchandise, qui peut tout simplement circuler d'une main à l'autre sans forme de procès. Bref, c'est comme ça qu'on est passé, et je crois que l'époque actuelle nous renseigne bien là-dessus, on est passé d'un homme pas trop centré à un homme pas trop centré, et même pas trop centré du tout. C'est pourquoi, je crois, on se réfère beaucoup moins aujourd'hui au sexe et beaucoup plus au genre. Je laisse cette question ouverte pour le débat, tout en soulignant que c'est sûrement un progrès de se débarrasser du patriarcat, sauf que, premièrement, nous restons à ma connaissance des êtres sexués, et donc il va falloir articuler sexe et genre. Le sexe, ça ne dépend pas de mon vouloir, ça m'est donné quand je nais, et le genre, ça dépend de mon vouloir, de mes choix sexuels. Et non, donc il va falloir les articuler et non pas les opposer, à mon avis, stérilement comme on le fait aujourd'hui. Et deuxièmement, qu'on soit religieux ou non, on ne peut pas tout balancer de l'ancien récit monothéiste, car il n'était pas que patriarcal. Il promouvait aussi le souci de l'autre, et de cela, nous avons besoin,
même sous une forme laïque, dans un monde qui a promu l'égoïsme comme seule loi. Voilà, je vais terminer, vous l'avez compris. Je cherche en tant que philosophe des principes solides sur lesquels notre civilisation pourrait être refondée. Et en voici donc un, le souci de l'autre, le vrai souci de l'autre, y compris de la femme, sans le patriarcat donc, sans cette exploitation de la femme par l'homme. Et il y a au moins un autre principe à trouver dans l'autre récit de fondation, que je n'ai pas eu le temps d'aborder ce soir, de l'Occident, le logos, qui, tout en promouvant l'élévation de l'âme, ce qui reste très actuel comme question, se fondait aussi sur l'exclusion, à l'encontre de certaines catégories d'hommes, esclaves par exemple, voués à l'entretien des maîtres, ce qui renvoie donc à l'exploitation de l'homme par l'homme. Je n'ai pas le temps ce soir d'examiner ce second point, il est aussi, vous pensez bien, tout à fait important, et je vous renvoie sur ce point donc vers mon étude sur la question. L'enjeu, je crois, c'est de reprendre le processus civilisationnel, là où il a été interrompu par le tout marché, pour qu'advienne enfin l'individu réalisé, fruit de la civilisation occidentale, osant enfin penser et agir par lui-même, tout en reconnaissant à l'autre les mêmes droits à l'individuation que les siens. Ce qui revient à chercher donc un individu guéri de l'égoïsme actuellement érigé en loi universelle. Érigé en loi universelle, ceci par exemple depuis que le self-love a été promu au XVIIIe siècle comme le fondateur du social. Donc un individu guéri de l'égoïsme érigé actuellement en loi universelle, est prévenu contre toutes les formes de grégarité, celles des barbaries récentes, des foules fanatisées et des masses collectivisées, et celle actuelle de cette espèce de tyrannie sans tyran, de la consommation de masse dans laquelle nous sommes. L'enjeu, donc, ce serait d'inventer un individualisme enfin sympathique. Sympathique pas au sens trivial du terme, mais au sens du XVIIIe siècle. Donc il y a le souci de l'autre, où l'on pratique autant le souci de soi que le souci de l'autre, tout simplement parce que chacun a besoin de l'autre pour se réaliser et pour se trouver. Voilà, je vous remercie. Dans votre 11e commandement, donc la partie homme est plus longue que la partie femme. Et donc il doit manquer certainement quelque chose dans la partie femme, c'est-à-dire la contrepartie. C'est-à-dire que dans la partie homme de notre 11e commandement, on a la contrepartie pour l'homme, c'est qu'il arrive à insérer son patrimoine à l'intérieur du socius, mais quand même la femme, elle aussi, elle arrive à insérer son patrimoine, enfin, le patrimoine que lui accorde l'homme, ou enfin une partie du patrimoine, ou alors elle arrive à s'insérer en tout cas dans le socius. Parce que si elle n'accepte pas ça, elle ne rentre pas à l'intérieur du patrimoine, elle ne rentre pas dans le socius. Oui, oui, elle l'accepte, elle est obligée de l'accepter, enfin elle est contrainte de l'accepter, justement en acceptant cet 11e commandement qui lui impose donc que son utérus soit possédé par un autre. Elle n'est pas que contrainte de l'accepter, elle n'est pas que contrainte de l'accepter. Elle en tire beaucoup de contreparties. Oui, j'ai dit par exemple, on peut en tirer certaines jouissances, par exemple. Jouir dans la jouissance, contrepartie de patrimoine, justement. Parce qu'elle s'insère dans le patrimoine et dans le socius. Oui, mais c'est une insertion de son patrimoine dans le patrimoine qui est légitimé par les lignées du patriarcat. Ce qu'on appelle le patriarcat. Voilà. Vous me pardonnerez de vous interroger sur ce qui n'est pas le corps même de ce que vous avez démontré, bien que vous ayez in fine là parlé du marché de la consommation. Je suis assez agacé par ce discours qui m'a l'air de tenir du refrain, du ressassement, du leitmotiv, et qui répète, comme vous l'avez dit par exemple dans le premier quart d'heure, lorsque nous achetons, nous sommes dominés par nos pulsions. Pourquoi nos pulsions? Vous avez parlé du troupeau des consommateurs, manipulés par le marketing. Je suis tout à fait content de dire que vous pouvez vous approprier quelque chose, je suis d'accord avec vous, vous pouvez vous approprier quelque chose, qui soit la paire de chaussures, le bouquin de psycho, la place de l'opéra, etc. Mais en même temps que vous appropriez quelque chose, vous êtes approprié par ce qui
vous vous appropriez. C'est-à-dire que non seulement vous saisissez l'objet, par exemple, que fait la publicité? C'est présenter des objets. Tous les murs des villes sont couverts d'objets qui sont des objets devenus des objets de convoitise. La télévision expose un certain nombre d'objets qui sont des objets de convoitise. Et donc, vous êtes conviés à les attraper. Hein. Quand vous attrapez l'objet, vous ne faites pas qu'attraper l'objet. Ça, c'est le premier temps pour satisfaire votre appétence. Vous faites une satisfaction d'appétence, vous êtes content, c'est bien, mais vous ne faites pas que ceci, parce que vous êtes attrapé par ce que vous attrapez. C'est-à-dire qu'on va chercher à vous vendre non seulement ce que vous avez pris, mais ensuite on va organiser l'obsolescence de cet objet pour qu'on puissiez acheter un autre objet. Et on va vous lancer dans une course sans fin, qui est une course sans fin de la consommation, et on ne vous lâche pas. On ne vous lâche pas. Et nous sommes passés donc d'un régime qui est un régime des grands récits par exemple monothéistes, à un régime des petits récits publicitaires. Si tu veux être content, si tu veux être satisfait, achète le dernier iPod, achète le dernier, tiens, celui qui vient de sortir, le Samsung Galaxy S5. Ton S4 que tu as acheté il n'y a pas longtemps, c'est fini, c'est terminé. Donc, tu ne seras plus du tout à la mode, tu ne seras plus du tout toi-même si tu continues de fonctionner avec ton S4 qui marche par ailleurs très bien. Donc, il faut absolument qu'on soit lancé dans une course à la consommation qui est une course contrainte à la consommation. Par exemple, lorsque M. Ledet nous dit que ce qu'il vend, c'est du temps de cerveau disponible du spectateur pour le vendre à Coca-Cola, il ne fait pas que satisfaire un de vos besoins de Coca-Cola. Coca-Cola a soif, c'est pas vous qui avez soif de Coca-Cola, c'est aussi Coca-Cola qui a soif de votre soif pour vous donner du Coca-Cola. Et donc, qui vous propose toute une série d'éléments d'agrément qui vont vous permettre l'achat de cet objet, de tel ou tel objet. Il y a par exemple maintenant une science qui s'appelle le neuromarketing, où on place à côté de l'objet, ou dans la publicité, on place des ambiances par exemple festives, drôles, des parfums, des choses comme ça, pour sécréter dans votre corps une production de dopamine qui va vous donner un effet euphorisant et qui va vous permettre d'acheter le produit que vous achetez dans l'euphorie. Et quand on voudra vous vendre un autre objet, on recommencera parce qu'on veut toujours vous vendre un objet. Et donc nous sommes partis dans une course qui est une course consommatoire qui fait partie du sans fin, qui fait partie de l'infini dans lequel nous sommes et qui motive un appareil de production qui produit la plupart du temps des choses qui ne sont pas toujours utiles parce que vous n'avez pas toujours besoin de ça. Ça, c'est le premier aspect. Donc n'oubliez pas que lorsque vous attrapez un objet, vous êtes aussi attrapé par l'objet. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite apologue qui avait été proposée par Benjamin Barber, qui était un des conseillers du président Bill Clinton au moment où il était président. Et il écrit un livre qui s'appelle « Le capitalisme vous infantilise ». L'infantilisation des discours, le fait qu'il faut, c'est fun, c'est rigolo, il faut se marrer tout le temps, etc., etc. C'est quelque chose qui est constamment, qui fonctionne constamment dans ces petits récits. Eh bien, il expliquait quelque chose, une petite anecdote, une petite histoire très marrante. Il disait la chose suivante: savez-vous comment on fait pour attraper un singe qui est sauvage dans la forêt, etc. C'est très simple. Pour attraper un singe, vous prenez une boîte que vous attachez à une petite ficelle ou une chaîne, vous percez un trou dedans et vous mettez une noix dedans. Donc le singe, quand il se balade la nuit, qu'il vient voir un peu ce qui se passe, il met sa patte à travers le trou de la boîte et il attrape la noix et il ne peut plus sortir. Et il ne lâchera pas l'objet. Eh bien, quand vous êtes dans la consommation, vous ne lâchez pas l'objet. Vous êtes tenu par l'objet que vous tenez. Et c'est comme ça qu'on attrape le singe. Et c'est comme ça qu'on attrape le français, ou le chinois, ou le brésilien, ou plein d'autres, qui sont des consommateurs et qui sont tous attrapés. Et c'est pour ça que je dis mise en troupeau. Parce qu'ils sont attrapés dans des troupeaux de consommateurs qu'on promène. Et on va les promener
Et les conservateurs, ils sont contents, c'est le côté égoïste, ils croient qu'ils ont satisfait une appétence, qu'ils ont de belles chaussures, mais ils ne s'aperçoivent pas du reste, qu'ils sont attrapés par ce qu'ils attrapent. Et donc ça, c'est le côté grégaire. Vous voyez? Alors, de plus, on sait maintenant, par exemple, que ce fonctionnement de ces petits récits publicitaires, avec cette profusion incroyable d'objets, alimente aussi, et peut alimenter aussi, des formes d'addiction à la consommation. J'en veux toujours plus, c'est exactement une forme d'addiction où, quand j'ai pris ma dose, je veux à nouveau une autre dose, je veux autre chose. Donc on ne sort pas de processus qui sont des processus addictifs, qui maintenant sont une des pathologies sociales qui est devenue extrêmement importante. L'addiction, y compris l'addiction à la consommation, non pas l'addiction simplement à des produits qui sont de marchandises spéciales, mais c'est quand même des marchandises que sont par exemple les drogues. Nous sommes maintenant, d'une certaine façon, tous addictés, et on trouve ça bien. On trouve ça bien, mais on est mené par ce que nous avons attrapé. Il ne faudrait quand même pas oublier cet aspect-là. Oui, je voulais simplement intervenir sur le contrôle de l'utérus. Il me semble quand même, c'était très intéressant bien sûr, mais il me semble quand même que la question du désir et de la peur des femmes, c'est-à-dire la peur du pouvoir que les femmes peuvent avoir, est quand même derrière tout ça. La possession aussi est derrière tout ça. Donc il y a quand même des éléments qui sont aussi importants que le contrôle de l'utérus et de la transmission, je sais pas, enfin, le fait d'avoir un capital, je sais pas comment vous allez appeler ça, et qui me semble aussi important, si ce n'est plus important. Voilà. Et je pense que là... Développer parce que j'ai pas compris. Oui, sur la question du désir, pourquoi finalement il y a un tel contrôle sur les femmes, et vous parlez du contrôle de l'utérus. Oui. Et je crois que c'est... Parce que c'est le lieu pour une espèce sexuée où ça passe pour la reproduction. Oui, donc cet organe-là, qui est un organe que je dois absolument, comme je l'ai dit, contrôler pour que je vérifie ce qu'il en est de la transmission de mon patrimoine. C'est une question de transmission de patrimoine. Oui, d'accord. Alors, ceci affecte le désir d'une certaine façon, mais n'affecte pas les premiers temps du désir, parce que ce désir, parce que je suis pris par le piège des plaisirs, comme le disait Schopenhauer dans Métaphysique de l'amour, par exemple. Donc je suis conduit tout naturellement vers ceux qui pourraient me donner ces plaisirs. Bon, mais je pense que le patriarcat est un fantastique remède contre le plaisir et contre le désir, puisque justement, il en vient à en finir avec ce désir pour mettre en place des procédures de domination et des procédures d'accaparement du corps de l'autre. Oui, et donc, le patriarcat tue le désir. C'est ça que je veux dire. Oui, bah, écoutez, moi je pense que je diffère un petit peu de votre... Enfin, si vous me le permettez, hein, de votre façon de penser. Je pense que, par exemple, toutes les femmes, on le voit bien dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, où ces femmes sont cloîtrées, maintenant, on ne voit même plus leur visage, enfin. Bon, alors, évidemment, elles ont intégré un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs qui les mettent dans cet état de soumission pour un certain nombre d'entre elles, mais il y en a plein d'autres qui veulent sortir de ça. Et je crois que fondamentalement, derrière tout ça, c'est quand même la question... Contrairement à ce que j'ai pu entendre ici, à savoir l'utérus et la transmission du patrimoine, il me semble quand même que derrière, il y a quand même la question de la possession. Hein, c'est vraiment posséder l'autre, et c'est vraiment le désir, au contraire de ce que vous affirmez. Moi, je pense que c'est vraiment le désir. Un désir qu'on veut absolument contrôler. Mais la question... C'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire la possession de l'autre, la possession d'une partie du corps de l'autre. Ça, ah oui, mais pas une partie du corps de l'autre, la possession de l'autre, parce que la femme ne se résume pas à son utérus, excusez-moi. Mais bien sûr que voilà. non. Bon. Bien sûr que non. Mais c'est pour ça que c'est une possession du corps de l'autre qui passe en priorité par la possession d'une partie très précise du corps de l'autre et qui peut s'étendre à une possession totale du corps et de l'esprit de l'autre. C'est ça le patriarcat. Femme, tu devrais te couvrir de haillons, etc. Nous sommes donc, parce que tu es la honte de l'humanité, ce que disait si la petite citation que j'ai amenée, c'est bien ça. C'est-à-dire que
c'est à partir du moment où elle peut susciter du désir et que ce désir ne serait pas réintégré dans le discours du patriarcat, ça devient un danger considérable. Et c'est pour ça que les femmes font peur, les femmes faisaient peur. Vous avez vu comment elles font peur aux utilitaires du monothéisme? C'est vraiment terrifiant. Hein. Ce que je veux dire, c'est que cette question est une question centrale. Autour de quoi s'organisent d'autres questions, comme par exemple celle de la peur de la femme. Pourquoi? Parce que la jouissance de l'homme à côté de la jouissance de la femme, c'est de la rigolade. L'homme jouit une fois et on ne sait pas jusqu'où va la jouissance de la femme. Donc la femme fait peur dans sa jouissance. Et c'est une question qui est complètement liée à la question du patriarcat aussi. Puisque cette peur de la femme contribue à maintenir l'idée qu'il faut la contrôler toute, y compris en lui mettant des voiles sur la tête, en l'enfermant, etc., etc. Ce qui a été le lot et ce qui est encore le lot de beaucoup de femmes de par le monde. Moi, je voulais prendre la parole sur, parce que c'est un débat, c'est un échange ensemble, vous et nous tous, sur l'aspect du libre marché, sur ces aspects un peu monolithiques que vous décrivez, comme si on était, comme disait monsieur, les consommateurs à un certain niveau. Il se trouve qu'il y a des signaux faibles, qui sont plutôt des signaux forts dans notre société, qui développent d'autres modes de réflexion sur notre consommation, qui sont des aspects importants, je pense qu'on pourra citer, d'autres modes collaboratifs, qui sont aussi peut-être parmi les pistes que vous évoquez dans votre livre que je ne connais pas, et qui sont des voies qui manquent une distanciation, notamment par rapport à ces aspects de consommation avec des prises de conscience. On pourrait développer ça aussi sur des formes de démocratie participative aussi, hein, qui sont des mouvements qui sont forts, qui sont intrinsèques à notre société, qui sont des mouvements qui se développent en marge et en collaboration, en antagonisme par rapport à ces mouvements que créés de façon forte et qui sont bien là. Mais heureusement, je dirais, il y a le côté espoir aussi d'autres types d'individus qui naissent, qui se confortent, qui sont déjà développés. C'est pas juste comment dire, un sentiment de quelque chose qui va se faire, c'est quelque chose qui est là, qui est bien présent, auquel on peut participer les uns et les autres, et qu'on peut trouver de façon transcendantale, c'est-à-dire on peut le trouver dans les mouvements philosophiques, hein, auxquels vous participez sûrement, de remise en question de ces mouvements de consommation, on peut les trouver dans des formes de gouvernance, on peut les trouver dans des formes de financement, puisque aussi les formes de financement qui sont des éléments qui confortent notre crise sociétale, mais il y a aussi d'autres mécanismes de financement, par exemple solidaires, qui apportent d'autres éléments qui placent l'homme au centre des projets. Et je pense que ces aspects-là, qui sont des signaux faibles, mais qui sont très forts et qui ont des répercussions fortes, c'est quelque chose qui est à citer et qui permet de prendre cette distance par rapport à un marché que vous décrivez comme omniprésent et tentaculaire et dictatorial, et qui sont très importants. Voilà, donc c'était une forme de témoignage, on va dire, puis d'anticipation en disant heureusement, il existe autre chose et au niveau international aussi, bien sûr. Non, je vous suis complètement. Simplement, je dirais que ceci n'est nullement contradictoire, bien au contraire avec mon propos. Ça s'inscrit dans le droit fil de mon propos, puisque ce sont des alternatives à, disons, la définition d'une société qui ne passerait que par des rapports liés à l'égoïsme. Donc tout ce que vous avez mentionné met au contraire l'accent sur des rapports altruistes ou sur des rapports qui donc, par exemple les formes collaboratives, les formes de, toutes ces formes actuelles, ou les nouvelles formes de consommation par exemple, mettent en jeu non pas un rapport égoïste aux choses et à l'autre, mais un rapport altruiste. Et donc je pense bien, j'espère bien, que ces formes vont se développer, c'est une alternative possible au dogme de l'égoïsme érigé en loi universelle. Il y a des alternatives possibles, j'espère bien, effectivement, que c'est possible et qu'on peut échapper à cette tyrannie sans tyran. Parce que souvent on se tyrannise tout seul. On peut miser, on peut espérer, on peut miser sur ces formes
que je répète alternatives, et je suis loin de les réputer pour l'instant gagnantes par rapport à la dominance du système dans lequel nous sommes, avec sa puissance incroyable. Sa puissance parce qu'il tient non seulement les grandes économies, mais aussi il tient l'économie économique, mais toutes les économies humaines. Il tient l'économie politique, il tient l'économie marchande, il tient l'économie, une partie de l'économie psychique avec les mécanismes dont on parlait tout à l'heure. Il tient une partie de l'économie sémiotique parce qu'il domine le discours dans les agences qui sont les agences, par exemple, de communication qui font passer tout ça. Donc si vous croyez qu'on va s'en sortir si facilement, mon devoir est de vous dire que vous avez encore du boulot. Je suis attachée à la notion d'homme et d'être humain, et de femme humaine, et à la notion de personne, le personnalisme. Vous parliez du monothéisme, il n'est pas question d'individu, il est question de personne. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remette au bout du jour le mot, je suis attachée au vocabulaire, le mot de personne, revenir peut-être au personnalisme de Mounier que nous avons oublié. Je ne peux plus supporter le mot d'individu. Et je crois que c'est parce qu'on l'a trop entendu comme diagnostic, il fait partie d'un s'attachant comme diagnostic critique caractérisant nos sociétés. On l'a employé dans un mauvais sens. Donc du coup, quand on essaie de l'employer dans un bon sens, on est repris par cet ancien sens. C'est pour ça que j'essaye à chaque fois, dans ce livre que j'ai écrit, de parler de l'individualisme sympathique au sens du XVIIIe siècle. Et ça me semble important parce que ça veut dire qu'il faut, c'est pas encore la personne elle a sa personnalité justement. Tandis que l'individu, il n'a pas encore sa personnalité, mais c'est celui qui est mis en position de pouvoir développer toutes ses potentialités. Et donc c'est de celui-ci que je parle, de façon à ce qu'on puisse développer ses potentialités. Que nous puissions penser à un système, y compris un système politico-social, qui permette à chacun le développement optimal de ses potentialités et que ça donne des personnes, que ça donne des sujets, des gens qui ont des noms propres, etc., etc. Mais il faut bien quand même penser la dimension atomique, c'est-à-dire l'individu, l'atome tout seul, un individu, dans quelles conditions on doit le penser par rapport au reste du monde. Moi, le terme que je préfère au terme de personne, c'est le terme sujet. Parce que sujet, ça veut dire sujet de ses actes. Tandis que personne, ça a une connotation un peu, pour moi, encore religieuse, qui me gêne un petit peu, parce que c'est la petite lumière que Dieu a mis comme ça en chacun, et que chacun a cultivé pour développer, etc. Ça me gêne encore un petit peu. Je préfère sujet comme processus, devenir soi, le devenir soi. Pour l'instant, je ne suis pas encore à la question du devenir soi, je suis à la possibilité de créer donc, un système qui permette à l'individu, je répète ce terme, de devenir pas un individu tourné vers lui-même, mais un individu ouvert aux autres et sachant le monde dans lequel il vit. Donc je ne vois pas d'autres termes. Je comprends que ça vous hérisse, parce qu'il y a un mauvais sens du terme individu, mais je n'emploie pas dans ce mauvais sens. Ce mauvais sens, je ne l'appelle pas individu, c'est égoïsme. C'est donc l'égoïste qu'il faudrait dire pour désigner, pour vous peut-être ça, le terme individu désigne encore trop la personne tournée vers lui-même, etc. Ou désigne un sujet comme ça de tout venant. Deux petites remarques très vite. Une globale sur votre pensée en général et une deuxième pour rebondir sur le sujet ce soir. La première donc, d'abord bien sûr c'est tout à fait stimulant votre analyse on va dire, du marché de la consommation pulsionnelle et le fait d'invoquer la psychanalyse comme vous le faites, c'est tout à fait stimulant, vraiment. Par contre, je vais me permettre un complément comme vous avez pu le faire avec les 10 commandements ou avec Freud, par exemple. Je trouve tout à fait intéressant de s'attacher à l'analyse de la consommation. Cela dit, il me semble, à votre qu'il manque peut-être une analyse et une critique radicale de la production, de la catégorie même de la production. Effectivement, la catégorie de la consommation permet de comprendre un tas de mécanismes et les rapports sociaux et les modifications anthropologiques, etc. Cela dit, pour, à mon avis, comprendre et critiquer efficacement le système actuel, le dépasser, il faudra passer par
une analyse radicale du mode de production capitaliste à travers la critique de la marchandise, du travail, etc. etc. Voilà pour la petite remarque complémentaire. C'est une grande remarque et avec laquelle je suis complètement d'accord. C'est complètement fondamental. Mais je ne la trouve pas suffisamment peut-être chez vous. J'aimerais bien, parce que je trouve que je pense intéressant, mais j'aimerais bien entendre les 20 pages de mon livre là et qui en fait 300. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir. Et puis je peux vous avouer quelque chose, c'est que j'ai un prochain livre qui sort en septembre prochain et qui travaille sur 3 sphères que j'appelle travail, donc il est question de production, qui s'appelle le loisir, donc qui est bouffé par la consommation maintenant, et qui s'appelle l'amour. Et je réunis ces 3 sphères dans l'idée qu'elles sont absolument en ce moment passées sous la domination de ce que j'appelle le délire occidental, le désir productiviste occidental. Donc là, on est bien dans la production, avec le désir productiviste, donc qui fait qu'on doit toujours produire plus, qu'on doit toujours évaluer sur le fait de produire plus, qu'on doit toujours avoir des points de croissance en plus, que nous sommes lancés dans une course qui en fait est une course dévastatrice. Et elle tient ceci au mécanisme de production et de la production capitaliste dans laquelle nous sommes maintenant. Donc c'est un aspect que je n'ai pas travaillé ce soir, mais ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas, bien au contraire. Je dis ça parce que j'ai peur que parfois la critique des formes phénoménales du capitalisme, j'ai peur que parfois ça masque un peu on va dire l'espèce de structure. Voilà. Mais c'est pas mon cas. Oui. Deuxième petite remarque simplement sur le sujet de ce soir. Vous parliez effectivement de la sortie du patriarcat à cause ou grâce ou je sais pas, enfin en tout cas par rapport à la marchandise, enfin, à la domination de la marchandise qui aurait permis aussi une forme de sortie du patriarcat et peut-être un progrès du coup. Cela dit, on pourrait parfois avoir l'impression qu'en fait que la domination masculine aurait pu disparaître à l'intérieur du capitalisme, alors qu'il me semble évident que ça n'est absolument pas le cas, et qu'il y a, à mon avis, ce que j'appelle une forme d'homophilie, en fait, un narcissisme homophile, enfin, de l'homme, et d'une domination masculine particulière. À mon avis, je ne pense pas que vous imaginez qu'il y a plus de domination masculine, complètement sorti de toutes ces formes et de toutes les formes de domination masculine et du patriarcat. Ouais. On commence seulement à sortir et on voit déjà des manifestations avec le fait que les hommes ne savent plus très bien, dans ce discours s'effondrant, comment se situer eux-mêmes, par exemple, entre eux, par rapport aux femmes, etc., etc. Ce que je veux dire simplement, c'est que du coup, la domination masculine, elle n'est pas forcément que patriarcale. Il y a une forme de domination masculine, on va dire, typique de la marchandise, typique du monde de la marchandise, typique du monde capitaliste. Bien sûr. La forme valeur apporte aussi une forme de domination masculine. Tout à fait. Il me semble intéressant aussi de l'évoquer. Oui, tout à fait. Voilà, merci. C'est une forme de relève du patriarcat par des formes de domination masculine qui ont à voir avec ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire avec la production, avec le productivisme effréné dans lequel nous sommes, qui fait partie de l'organisation capitaliste de la production. Il faut toujours qu'il y ait plus, etc. Ceci aussi envahit les formes de la consommation, puisque quand on produit un objet, et c'est là qu'on atteint donc des questions phénoménales, comme vous venez de le dire, on produit des objets pour qu'ils puissent transformer des façons d'être dans le monde. Par exemple, un iPod, vous n'êtes plus le même avant et après. Vous n'êtes plus le même. Donc il y a toute une série d'objets qui sont produits et qui transforment les façons d'être en société. Et donc ceci va effectivement très très loin. C'est-à-dire ces mécanismes de production s'insèrent dans les mécanismes de consommation et transforment les façons d'être au monde, et les façons d'être au monde dans le rapport à soi et dans le rapport à l'autre. Donc tout ceci est effectivement extrêmement important. Donc je vous promets que c'est dans le prochain. Ça sera lui. Et ça fonctionnait apparemment avant l'homme, et avec l'homme,
ça commence à transformer les choses de telle sorte qu'on ne sait plus si ça peut continuer de fonctionner. C'est-à-dire qu'avec l'homme, il est arrivé un événement qui est un événement incroyable, qui n'était pas donc à l'ordre du jour quand nous étions des grands singes, mais qui donc s'est manifesté par le fait que nous avons eu accès au discours. Nous avons eu accès au discours, ce qui ne caractérise pas non, le reste des espèces vivantes. Les espèces vivantes sont vivantes, ce qui est déjà pas mal dans le bios. Mais nous ne sommes pas que vivants, nous sommes vivants et parlants. Oui, vous avez beaucoup développé la décrépitude, au moins partielle, de notre civilisation. Et si on regarde la mythologie et l'histoire ancienne, on voit que des civilisations, il y en a eu beaucoup avant nous, et qui ont toutes suivi le même cycle. Naissance, croissance, décroissance, disparition, pour permettre l'apparition d'une nouvelle civilisation. Et donc ne devrait-on pas se réjouir de voir notre civilisation en décrépitude, enfin annoncée au moins, parce que ce serait l'annonce de la nouvelle, la bonne nouvelle. Écoutez, oui, sauf si on ne casse pas tout entre-temps. Vous savez qu'il y a l'un des plus grands physiciens, comment s'appelle-t-il déjà, Hawking, Stephen Hawking, le plus grand physicien qui a donc des problèmes moteurs très très importants et qui écrit donc avec en bougeant un seul petit doigt comme ça sur sa machine, qui émet donc des avis sur l'humanité et qui dit il faut que penser à ce que d'ici un siècle au plus tard on puisse aller ailleurs, sinon il est possible que nous ayons épuisé et massacré cette terre. Donc il faut pouvoir penser ailleurs. C'est peut-être à ça que vous pensez. Donc peut-être que ça va donner naissance à quelque chose d'autre, mais si ça ne donne pas naissance à quelque chose d'autre, ce que je suis absolument incapable de vous dire, ce que je sais, c'est que le risque de survie de notre civilisation entière, pas simplement de la civilisation occidentale, mais de l'humanité, ce risque-là est devenu un risque réel. Donc est-ce que ça peut donner quelque chose d'autre ou plus rien? Vous savez, Gilbert Simondon, le grand philosophe des années 60, dit que l'état le plus stable, c'est l'état de mort.